Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Perle Guarino-Vignon et j'ai été invitée, je remercie Laurent, pour venir vous parler de mon doctorat, parce que contrairement à tous les intervenants ici, je ne suis pas encore docteur. Et donc, je prépare une thèse dans la même équipe que Laure. Donc, j'avais prévu de parler un peu de l'équipe, donc je passerai, je pense, cette partie-là. Et ma thèse porte sur l'étude paléogénétique des migrations autour de la mer Caspienne et plus particulièrement en Asie centrale. Laurent, quand il m'a demandé de venir parler, il m'a aussi demandé de parler un petit peu de mon parcours, comment est-ce qu'on arrive à faire un doctorat sur l'évolution humaine et l'impact des migrations, et un petit peu aussi sur mes motivations et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de faire de la recherche sur l'évolution humaine. Donc moi j'ai commencé après mon bac S par 2 ans de prépa BCPST, à l'issue desquels j'ai été reçue aux ENS et j'ai choisi d'aller à l'ENS de Lyon pour faire la paléontologie, parce que l'évolution est globalement l'étude de l'évolution des espèces dans le passé, c'était quelque chose qui me passionnait depuis très longtemps. Et je me suis dit, la paléontologie, c'est un bon endroit pour faire ça. Donc j'ai fait ma licence de géologie à l'ENS de Lyon, puis j'ai commencé mon master de paléontologie, et entre mon master 1 et mon master 2, j'ai passé l'agrégation. Et j'ai fait un master 2 de paléontologie. Et là, vous vous dites, mais comment on passe d'un master 2 de paléontologie à une thèse en génétique ? Question légitime, la réponse se trouve en fait dans mes stages, parce que très vite je me suis rendu compte que la paléontologie c'était intéressant, mais que la génétique ça l'était aussi énormément et que ça donnait des clés qui moi m'intéressaient beaucoup. Et donc dès la L3 j'ai effectué un stage où le but était de séquencer l'ADN ancien de hiboux éteints pour reconstituer leur phylogénie. Et pour mon master 2, j'ai fait mon stage dans l'équipe à Gênes avec mes 2 directrices, Evelyne Neyer et Céline Bon, sur de la paléogénétique appliquée à l'Asie centrale. Donc finalement, c'est plutôt mes stages qui m'ont préparé à mon doctorat. Et en septembre 2018, j'ai rejoint, donc je vais passer un peu vite, l'équipe à Gênes pour travailler sur la démogénétique, donc plutôt reconstituer les histoires des populations, l'histoire démographique des populations humaine, et sur le terrain d'Asie centrale, qui est un terrain de spécialité de l'équipe d'Evelyne Neyer. Et donc, ça vous avez vu à peu près ce que c'est avec l'Asie centrale. Ma thèse porte donc sur l'étude paléogénétique des populations en Asie centrale, et elle est dans la directe suite, dans l'héritière directe de la thèse de Nina Marchi, qui a été soutenue en 2017, elle aussi dirigée par Evelyne Neyer et Laure Ségurel, qui vient de parler, et qui s'attachait à essayer d'étudier la diversité génétique en Asie centrale. Elle avait plusieurs axes, et l'un de ces axes était d'établir un panorama génétique et de mettre ça en relation avec des structurations culturelles et linguistiques. Donc ici, vous voyez que les populations en Asie centrale peuvent se répartir en 2 groupes linguistiques. Les populations qui parlent des langues turco-mongoles, qui sont majoritaires, vous pouvez le voir, et les populations qui parlent des langues indo-iraniennes. Ce qui est intéressant, c'est que cette séparation, cette dichotomie se retrouve aussi quand on regarde l'organisation sociale, avec une organisation sociale spécifique pour les populations de langue turco-mongole et différente pour les langues de population indo-iranienne, et sur le mode de subsistance, avec les populations de langue turco-mongole qui sont plutôt des éleveurs semi-nomades, et les populations de langue indo-iranienne qui sont plutôt des agriculteurs sédentaires. Et donc, quand on compare, quand on oppose, quand on regarde la diversité génétique, donc ici c'est une MDS, ça se lit à peu près comme une ACP, ça représente les distances génétiques entre individus, vous voyez que la dimension 1 sépare très clairement les populations en rouge ici de langue indo-iranienne des populations de langue turco-mongole. On a donc une diversité génétique distincte entre ces 2 groupes, et d'autres statistiques et d'autres études ont montré que cela représentait non pas un gradient, mais bien une différence de fond génétique, donc une histoire différente pour ces 2 populations. De même, un certain nombre de modélisations réalisées par Evelyne Neyer et ses collaborateurs ont montré que les populations de langue turco-mongole étaient arrivées sur le territoire d'Asie centrale après les populations de langue indo-iranienne, et qu'elles avaient probablement remplacé sur beaucoup de territoires les populations de langue indo-iranienne. Donc à l'issue de toutes ces observations, s'est posé la question, mais du coup, quelles sont les histoires et d'où viennent ces populations, et plus particulièrement, d'où viennent les populations de langue indo-iranienne ? Quelles sont leurs origines ? Et donc pour répondre, pour avoir des hypothèses et commencer des embryons de réponse, évidemment, c'est associé avec des archéologues spécialistes de la région. Ici, c'est essentiellement Julio Bendezou Sarmento,
qui donc est spécialiste de la civilisation de l'Oxus. Et pourquoi ça nous intéresse tant? C'est parce que l'Asie centrale, donc Laure en avait déjà parlé, est une région qui est au cœur d'énormément de flux de population, et plus particulièrement qui est à l'interface entre deux grandes sphères d'influence, la sphère au nord, qui est la sphère d'influence des steppes, et au sud, le plateau iranien. Donc on parle beaucoup des flux est-ouest, avec la route de la soie, les conquêtes etc. Mais il y a énormément d'influences nord-sud, et cette dichotomie nord-sud est la plus prégnante durant l'âge du bronze, lors de la période de la civilisation de l'Oxus. Et on retrouve culturellement des artefacts qui font partie de la sphère d'influence du plateau iranien, par exemple ces deux vaisselles en argent. Et on retrouve aussi globalement en fait, une civilisation qui va être composée d'un réseau de cités proto-urbaines avec un système très complexe d'irrigation, une structuration sociale de la société qu'on va retrouver dans les tombes, l'utilisation de tours de potier, enfin voilà, beaucoup de signaux d'une civilisation extrêmement riche. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin de l'âge du bronze, cette société va décliner en parallèle de changements environnementaux essentiellement caractérisés par une aridification du milieu. Et surtout, ce déclin va se caractériser par deux choses d'un point de vue culturel. La première, c'est l'arrivée de plus en plus d'artefacts caractéristiques des sociétés, des steppes du Nord, donc essentiellement des artefacts des cultures Andronovo et des cultures associées. Et dans le même temps, le changement des pratiques funéraires. C'est-à-dire qu'on va avoir pendant la civilisation de l'Oxus, des pratiques funéraires qui vont être majoritairement des enterrements, alors que à la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge de fer, pendant ce déclin et après la civilisation de l'Oxus, on va avoir un peu cette disparition de cette pratique majoritaire pour, au contraire, plus une pratique qui consiste à exposer les corps à l'air libre aux charognards. Et cette pratique-là, elle est étroitement associée avec la religion masdéiste, et cette religion est quand même supposément issue d'un foyer dans le plateau iranien. Donc il semblerait qu'à la fin de l'âge du bronze, on ait cette double influence du Nord, avec vraiment l'arrivée d'artefacts culturels des cultures Andronovo et l'arrivée d'une religion plutôt caractéristique du plateau iranien. Donc c'est l'hypothèse de base sur laquelle se fonde ma thèse, qui est de se dire qu'à un moment, on a eu un métissage entre les populations Andronovo et les populations du plateau iranien en Asie centrale, et que ces métissages et ces migrations vont donner les populations de langue indo-iranienne aujourd'hui présentes. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai réuni un certain nombre d'individus anciens de la littérature qui étaient déjà publiés. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que je me suis pas mal concentrée sur des individus des steppes au nord de l'Asie centrale. On a assez peu d'individus iraniens, mais j'ai récupéré tout ce qui était possible. Et surtout, on a assez peu d'individus donc tadjiks, donc qui seraient directement sur le territoire. On retrouve aujourd'hui des populations de langue indo-iranienne et globalement quand même assez peu de populations en Asie centrale dans cette région-là. Et surtout, donc là, le code, ici en rond, vous avez des populations néolithiques, et ici les petits losanges, c'est des populations plutôt historiques. Donc on n'a rien à l'âge de bronze, à l'âge de fer, qui sont pourtant les deux périodes qui nous intéressent. Mais ça me permet quand même de comparer les populations récentes avec des populations anciennes de l'âge du bronze et de l'âge de fer au nord et au sud, et aussi d'avoir un panorama de diversité eurasiatique si jamais on trouvait d'autres choses. Et justement, si je fais une ACP, une ACP qui est réalisée sur les individus récents, sur lesquels je projette les individus anciens, on a mes individus de langue indo-iranienne qui parlent une langue indo-iranienne qui se situe ici, et on a un gradient Iran ancien, donc qui va du néolithique à l'âge de fer ici, et tout un gradient des steppes, qui est un peu complexe, c'est pas le sujet de détailler la génétique des steppes ici. Et donc on voit qu'on a une position intermédiaire avec quand même les individus iraniens qui sont relativement éloignés. Et en effet, quand j'effectue d'autres statistiques sur ces populations, donc ici vous avez une statistique F3 qui se lit comme suit, plus l'individu est bas et moins il est proche des populations récentes de langue indo-iranienne, et plus il est haut et plus il partage une diversité génétique avec les populations de langue indo-iranienne. Or, vous observez que les populations qui sont les plus hautes et avec lesquelles je confirme via une autre statistique la plus grande proximité par rapport aux autres, ce sont des populations comme par exemple
ici des Hongrois médiévaux, des sites hongrois. Alors ça, la chaîne Messamor, c'est des populations caucasiennes. Ça va être Alstad-Villani, c'est des populations celtes. Et ici, ce qu'on appelle Poltavka et Srubnaya, qui sont des populations des steppes, mais qui ne sont pas des populations des steppes au nord de l'Asie centrale, mais des populations des steppes au nord du Caucase, ce qu'on appelle des steppes pontiques. Si je vous ai mis une petite carte pour que vous le voyez, Srubnaya, voilà, c'est ici. C'est à l'ouest des populations Andronovo. Donc, quand on regarde, quand on fait une statistique pour essayer de comparer, par exemple, les populations Srubnaya avec les populations Andronovo, la des statistiques est négative, ce qui veut dire que nos populations de langue indo-iranienne sont plus proches des populations Srubnaya que des populations Andronovo. Et donc ça, c'est un petit peu surprenant parce que ce n'est pas du tout les populations qui sont les plus proches, et ce n'est pas les populations desquelles on a un influx culturel visible à l'âge de bronze. Et donc voilà, on retrouve ce genre de choses. Et donc c'est ce qui nous a amené à penser, à l'issue de ma première année de thèse, que l'hypothèse de base qu'on avait était probablement bien plus complexe. Et qu'on avait, sans pouvoir pour l'instant enlever l'hypothèse qu'il y a eu en effet des migrations et des métissages des cultures Andronovo et des cultures iraniennes en Asie centrale, peut-être qu'il y a eu, de façon postérieure à ces métissages, d'autres arrivées, d'autres migrations et d'autres métissages de populations plus occidentales en Asie centrale. Et donc, évidemment, là, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir établir un scénario qui soit validé? On est toujours à l'état un peu d'hypothèse. Il nous manque des individus en Asie centrale qui nous permettraient d'ancrer une chronologie. Des individus à l'âge de bronze, des individus à l'âge de fer, qui nous permettraient de regarder les différences, de regarder si on a des continuités et si on a ou pas des remplacements de population. Et donc pour ça, c'est la deuxième partie de ma thèse, où Céline Bon, ma directrice, a déjà généré un certain nombre de génomes issus donc, des recherches de Rouliot en Asie centrale, avec donc, des génomes de l'âge du bronze et de l'âge du fer du Turkménistan et du Tadjikistan, un génome de l'âge du fer en Iran en plus, et quelques génomes du Caucase pour essayer de voir s'il n'y a pas du coup ce lien avec des individus plus occidentaux. Et donc, évidemment, là, ça sera dans mon année et demie qui me reste à venir, étudier ces génomes, étudier leurs liens avec les autres génomes anciens de la littérature. Et donc, pour conclure, cette question des migrations, finalement, moi, elle me passionne et je la trouve extrêmement importante. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis engagée dans cette thèse et dans ce stage de Master 2 que j'ai vraiment choisi. Parce que pour moi, c'est l'un des enjeux majeur de la société actuelle. D'ailleurs, le MNHN avait publié un manifeste sur les migrations. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a motivée à m'engager dans cette thèse, puisque les enjeux même de cette thèse me permettent de montrer que les migrations et les métissages sont au cœur de l'histoire humaine et ont toujours fait partie de son histoire, n'en déplaise à certains.